Jean Viard en est persuadé, l'humanité a gagné la bataille contre la pandémie de Covid-19 et c'est précisément pour cela que l'humanité va gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Le sociologue nous explique les raisons de son optimisme. Bonsoir Jean Viard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof CNRS. Vous avez longtemps travaillé sur ce qu'on appelle les temps sociaux, l'organisation sociale du temps. On va donc en profiter pour vous sonder sur cette réforme des retraites qui sera présentée demain par le gouvernement français. Je présente votre livre « Un juste regard, se souvenir pour changer le monde ». C'est aux éditions de l'Aube. On va commencer, Jean Viard, par l'actualité. Ces images que l'on vient de voir, vous les avez vues, elles ont fait le tour du monde. Le cœur du pouvoir brésilien pris d'assaut, 2 ans tout juste après l'assaut du Capitole, sauf que cette fois on est donc à Brasilia. Quelle analyse faites-vous de cette séquence que vivent les Brésiliens ? Parce que les Brésiliens, ils se pensent d'abord par rapport à l'Amérique. Donc c'est sûr que ça ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis, même le choix de la date, puisque début janvier, c'était à peu près la même date il y a 2 ans, etc. Mais fondamentalement, si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans des modèles politiques, au fond c'est du libéralisme, on peut dire du fascisme, je ne sais pas, du libéralisme en tout cas. On est sur des modèles politiques qui n'arrivent plus à se parler, qui sont complètement affrontés, et où des gens s'autorisent à ce type de comportement, qui sont des comportements de ligue. Dans les années 30, on aurait appelé ça des ligues fascistes, je veux dire, qui sont de ce niveau-là, qui sont extrêmement dangereux et qui, au fond, questionnent la question démocratique. Et je dirais juste une chose pour être positif, en même temps, la question démocratique, qu'est-ce qu'elle est forte en Ukraine? Qu'est-ce qu'elle est forte en Iran? Qu'est-ce qu'elle a été forte avec la victoire de Biden, avec celle de Lula? Donc, vous voyez, la question démocratique, après cette pandémie, elle souffre, j'allais dire, mais elle est extrêmement vivante quand même. Mais est-ce que l'Europe, elle connaît de tels mouvements, selon vous, que ce qu'on a vu au Capitole aux États-Unis ou ce que l'on voit aujourd'hui au Brésil? Grâce à Dieu, pour le moment, non. Donc on a toujours tendance à penser que ça ne nous arriverait pas. Ça nous Certains arrivera pas. comparent aux Gilets jaunes. Vous trouvez que comparaison n'est pas raison, ça n'a rien à voir? Ça a un peu à voir, c'est des mouvements, si vous voulez, qui sont adémocratiques au fond, de forces qui ne se sentent pas représentées, d'une société qui s'est désorganisée. On était des grandes sociétés organisées en classes sociales. Les classes sociales, c'est un grand imaginaire, comme les religions, on les invente et tout, et puis ça s'est défait. Donc il y a plein d'individus un peu paumés, on ne sait plus bien les organiser. Vous savez, je ne veux pas faire la transition avec mon livre, mais c'est le sujet, c'est-à-dire comment la lutte climatique va repermettre de refaire du politique avec des objectifs et des combats, alors qu'avant, il y avait, j'allais dire, un affrontement assez simple, capital-travail. Donc il y avait 2 camps, on savait qui gagnait, qu'est-ce qu'on avait comme répartition des fruits du progrès. Maintenant, la nouvelle, c'est le climat. On est entre les deux pour l'instant et on voit ces phénomènes, mais ils sont extrêmement dangereux. Alors vous avez fait la transition, Jean Viard, ou presque, parce que justement, puisque vous parlez de ça, en même temps, il y a un paradoxe, parce qu'on parlait des Gilets jaunes, mais c'est aussi un peu l'augmentation, à l'époque la taxe carbone, qui avait mis le feu aux poudres. On voit aussi qu'il y a un tiraillement entre des classes qui se sentent toujours punies par ce qu'on appelle la transition écologique, et de l'autre côté, les factures qui tombent et qui ne cessent d'augmenter. Oui, alors les gilets jaunes, c'était une agression du politique. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Je veux dire, des gens des villes très diplômés qui d'un coup augmentaient à la fois, réduisaient la vitesse, il y avait le prix de l'essence, au fond, ils ne savaient pas que 70% des Français habitent dans des maisons avec jardin autour des villes. Et donc, ils n'avaient pas perçu ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, la règle était juste, le fait de lutter contre la pollution, je crois qu'on est d'accord. Mais simplement, ils ont mis ça avec une telle brutalité. Au fond, les gens se sont sentis agressés. C'est-à-dire là, c'est différent en ce moment, parce que on peut pas dire, je sais si c'est difficile l'inflation, surtout dans les milieux populaires, mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a voulu. C'est pas un choix politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement le joue en ouvrant le parapluie, en mettant des primes à droite, des primes à gauche. Il joue, le gouvernement nous protège, comme il l'a joué pendant la pandémie. Alors Jean Viard, dites-nous pourquoi le fait d'avoir affronté cette pandémie, avoir connu ce confinement pour près de 5 milliards de personnes dans le monde, en quoi cela peut-il donner une force pour affronter cette fois ce changement climatique? Mais si vous voulez, c'est le premier combat planétaire où on s'est battu à 5 milliards. On a retiré en mars 2020 1,5 milliard de nos enfants des écoles. Il y aura des conséquences. 30 millions de petites filles ne retourneront jamais en école en Afrique. Attendez, il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé un drame épouvantable. 30 millions de morts, etc., des angoisses, des peurs, des traumatismes, des déprimés, etc. Et en même temps, on estime qu'on a sauvé 200 ou 300 millions de personnes grâce à nos comportements, mettre le masque, ne pas sortir, se faire vacciner, etc. Donc au fond, c'est la première fois qu'on mène un combat planétaire. C'est la première fois qu'on s'est mis tous ensemble, qu'on fait à la fois des gestes culturels, des gestes économiques, des gestes aussi d'échange, des gestes de concurrence. Mais au fond, on a mené le même combat.
ce n'était jamais arrivé. Moi, si vous voulez, c'est ça qui me fascine, de me dire dans 200 ans, qu'est-ce qu'on dira de notre époque? On dira d'abord ça. C'est la première guerre mondiale, mais une guerre pour sauver des vies. Un premier combat, on va dire, plein mondial. Et je pense, si vous voulez, que c'est ça qui peut permettre de dire on a augmenté nos chances de gagner la guerre climatique. Je ne dis pas qu'on va la gagner, il ne faut pas quand même me prendre pour un enfant de cœur, mais on a augmenté nos chances. On a vu quand ils s'y mettaient tous ensemble, on pouvait changer de mode de vie, on pouvait changer les règles économiques, on pouvait casser les discours de mondialisation. Alors justement, Jean Viard, vous le dites vous-même, les opinions publiques sont en avance parfois sur les décideurs et même souvent. Vous avez prononcé le mot changement. C'est vrai qu'un peu partout dans le monde, on a conscience de la nécessité de changer de mode de vie, mais avec quelle réorganisation économique et sociale et politique, au fond, à la place? Quelle est l'alternative, selon vous? Mais le problème pour faire de la politique, c'est d'avoir un commun. Et donc, après, de ne pas être d'accord. Mais il faut être déjà d'accord sur le fait qu'on fait société ensemble. C'était le cas depuis la révolution industrielle avec le progrès. On était d'accord sur le progrès, on n'était pas d'accord sur la répartition des fruits du progrès entre les uns et les autres. C'est là-dessus qu'on s'affrontait. On ne s'affronterait pas pour ou contre le progrès. Bon. Là, maintenant, petit à petit, ça va être la même chose. On est pour la bataille climatique. On sait que c'est le deuxième souci après la fin du mois. Le premier souci, c'est que je nourris mes enfants, c'est comme la moindre des choses. Deuxième souci, comment j'organise l'avenir. Et donc, on va petit à petit apprendre à faire du politique, à faire des choix, à s'affronter. Oui, il y en a qui vont vouloir baisser la température, les autres qui vont vouloir des voitures électriques. Il y en a qui vont effectivement... Oui, mais Jean-Pierre, au-delà de ces gestes, pardonnez-moi de vous couper, quel système économique? On dit qu'il faut en finir avec le capitalisme, ça fait longtemps, avec l'hypercroissance, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut de la décroissance, on parle de relocalisation maintenant? Et justement, ce qui est bien, c'est qu'on ne sera pas tous d'accord. Il y a des gens qui sont pour la décroissance, mais ça dépend décroissance de quoi? Regardez, on va déjà moins vite, on a supprimé le Concorde, pour prendre qu'un exemple. Donc il y aura la politique, c'est l'art de négocier entre ceux qui sont décroissants, ceux qui croient au nucléaire, ceux qui croient aux nouvelles technologies. On va arbitrer avec tout ça. Mais avec le fait qui a changé, c'est que c'est la nature qui fait l'histoire. C'est ça qui se passe déjà pendant la pandémie, cette espèce de pangolin, si tant est que c'est vrai. Si vous voulez, c'est quand même à un moment, l'homme a tellement écrasé la nature que la nature a tué des millions d'hommes. Et au fond, la grande pandémie, c'est la même chose. On peut en mourir. Quand 37% des jeunes filles diplômées en France disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, je dirais que c'est presque plus grave que les inondations, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on n'a plus le désir d'enfant, si on n'a plus le désir d'avenir, on ne va pas se battre. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai toujours un discours double. Je dis, il faut dire aux gens, la vie va être possible pendant encore une ou deux générations, différemment, avec des climats qui vont se déplacer, mais on va savoir le faire. Après, effectivement, il y a la guerre au climat. Je vais vous dire, la guerre au climat, c'est un investissement gigantesque. C'est des innovations scientifiques multiples. C'est une réorganisation des circuits économiques. Mais quelque part, on sait le faire. C'est pas comme le vaccin. Le vaccin, il fallait qu'on l'invente. Là, pour l'essentiel, on a les technologies. Mais seulement, ça coûte, par exemple, en France, à peu près 700 milliards pour tenir les objectifs de la COP 21. Il faut les trouver, les enlever d'ailleurs, les mettre là, etc. Donc, vous voyez, c'est ce genre de sujet. Mais on n'est pas face à une impuissance technologique. Donc, on pourrait, si vous me donnez 700 milliards, je vous dis ce qu'il faut faire. Enfin, pas moi, mais j'irai voir les gens qui savent le dire. Donc, vous voyez, c'est cette époque. Et je crois que les gens sont en train de l'accepter massivement. Ils sont en train, surtout, regardez l'achat des jouets d'occasion, les vêtements d'occasion, etc. On voit des changements de comportement, Jean Viard. Alors, Jean Viard, un juste regard, c'est le titre de votre livre. On va essayer maintenant de voir quel est votre regard sur la réforme des retraites, parce que c'est un sujet, vous le savez, très sensible. Tiens, d'ailleurs, peut-être une question, vous qui avez travaillé sur les temps sociaux. Pourquoi à chaque fois que l'on parle du temps libre, du temps passé au travail, les retraites, les congés, les 35 heures, pourquoi est-ce qu'en France, mais pas seulement, ça donne toujours lieu à des combats très intenses, très durs, syndicales, politiques, civils? Alors, ça donne des combats particulièrement en France. Je veux dire que la France est un pays qui a un imaginaire collectif construit par les congés payés, 1936, 1981, les 60 ans qui avaient été donnés par la gauche victorieuse avec François Mitterrand, etc. Donc, si vous voulez, on a eu toutes ces épopées qui sont notre histoire collective. Il y a d'autres pays qui ne sont jamais descendus au-dessous de 65 ans et quelque part, actuellement, ils s'en portent bien. Bon. Donc, c'est pour ça, il y a un changement de direction, si vous voulez. Et ce changement de direction est particulièrement difficile à vivre dans ce pays, y compris parce qu'il y a un rapport au travail. Quand vous demandez aux gens dans les différents pays d'Europe jusqu'à quel âge tu te sens en forme pour travailler, ceux qui veulent s'arrêter le plus tôt, c'est les Français. Ils se sentent inaptes, mais avant 60 ans. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des pays, c'est avant 70 ans. Donc on a un rapport au travail qui est un peu en crise pour des tas de raisons historiques multiples. Donc la question, c'est que moi je voudrais dire une chose simple. Les 35 heures, c'était de prendre le pouvoir sur son emploi du temps. C'est pas tellement le nombre d'heures travaillées qui compte. C'est même pas forcément le nombre d'années travaillées. C'est quand est-ce que j'ai pouvoir de décider
Demain, je travaille pas. Demain, je vais en jeans. J'ai envie de prendre une année sabbatique. J'ai envie de passer à mi-temps. Tous Ouais. ces ferments qui permettent de faire des Jean stratégies de Viard, vie. Matignon dit ce soir 3 piliers, on connaîtra demain le contenu exact, 3 piliers: équilibre, justice, progrès. Progrès, on a du mal à voir. Vous parliez des congés payés, oui, mais travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, je crois que le gouvernement aura du mal à faire passer la notion du progrès. Ben, c'est-à-dire que c'est un progrès pour la jeunesse. Le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas faire peser, quand on est de plus en plus nombreux à être traités, ce qui est mon cas, sur une population active de plus en plus peu nombreuse. Ça veut dire qu'on leur fait payer des cotisations importantes. Il n'y a pas de secret et que ça baisse les salaires de la jeunesse. Ça, il faut le dire. Donc il y a cette question qu'il faut traiter. Mais après, il faut traiter une autre question, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Je veux dire que les gens qui ont fait comme moi des études supérieures, moi j'ai 74 ans. Mais je travaille comme si j'en avais 60, mais j'ai un métier qui effectivement fait que bon, je peux travailler, écrire des livres, faire des conférences, me déplacer. C'est pas vrai pour tout le monde. Les gens qui ont commencé à travailler à 17, 18, 19 ans, cette question de la pénibilité, la question aussi en France de la faiblesse de la médecine de prévention. Regardez une chose qui est quand même terrifiante. Vous prenez un ouvrier homme et un cadre homme. Ils ont 7 ans d'espérance de vie différente. Mais déjà, vous descendez chez les dames. Une dame ouvrière, une dame cadre, c'est plus que 3 ans. Peut-être parce que les métiers sont moins durs, donc on a fait plus attention au corps. Peut-être parce que les dames prennent plus soin de leur corps pour des tas de raisons historiques qui n'ont rien à voir avec le monde du travail, etc. Donc la question aussi, c'est comment on donne le droit aux gens d'avoir la même espérance de vie. Comment on va faire attention au corps dans les entreprises. Moi, j'adore Manitou, vous savez, ces énormes machines qui portent les trucs partout. On a d'énormes progrès à faire en technologie. Rentrer dans une usine aujourd'hui, c'est très informatique. Donc, il faut amener, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence d'espérance de vie. Et de l'autre côté, en attendant, il faut tenir compte énormément de cette question. Les gens qui ont travaillé tôt ont eu les métiers les plus durs. Il est normal qu'ils s'arrêtent nettement avant. Merci beaucoup, Jean Viard, sociologue, auteur du livre Un juste regard, se souvenir pour changer le monde. On en saura plus donc demain sur le projet de réforme des retraites du gouvernement français. Merci Jean Viard d'avoir été avec nous ce Merci. soir en direct sur TV5 Monde.